Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans Tête à Tête. Je suis ce soir avec Monsieur Ousmane Timéra, chercheur, conférencier en islamologie et philosophie. Ousmane Timéra, bonsoir et merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous pour l'invitation. Sans plus attendre, je vais vous demander de vous présenter aux téléspectateurs. Ah, d'habitude ce sont... On vous présente d'habitude? On me présente et je fais en sorte qu'il n'y ait pas grand chose à dire, comme ça on passe directement à la chose la plus intéressante. Mais je suis donc Ousmane Timéra, je suis franco-sénégalais. Je suis consultant en aménagement du territoire et tout ce qui concerne les politiques publiques territoriales. Avec cela, je suis conférencier. Effectivement, je suis plus connu en tant que conférencier sur les questions en lien avec l'islam, la réforme par l'islam et non de l'islam, on pourra en discuter. Et tout ce qui concerne l'idée d'une évolution de l'humanité vers ce que j'appelle sa maturité cosmique. Ma source d'inspiration principale est le Coran, mais je suis un penseur qui aime se nourrir d'un peu partout, tel une abeille qui, de fleur en fleur, essaye de fabriquer son nectar à travers des livres, à travers des paroles. Je suis diplômé de Sciences Po Paris, en stratégie territoriale et urbaine. Avant cela, je n'avais aucun diplôme, en tout cas officiel, à part un CAP de peinture. La France aime bien orienter les gens de ma couleur de peau ou de mon origine sociale vers des cases. Et j'étais peintre avant, je faisais de la peinture au bâtiment. Une fois j'avais dit à des gens que j'étais peintre, ils m'ont dit « Ah, tu fais des tableaux ?» J'ai dit « Non, non, je fais les ravalements. » Le visage était différent. Et puis, mais comme je lis beaucoup et que j'ai grandi dans une famille qui a su me concilier avec mes différentes cultures, françaises, africaines, musulmanes, il n'y a jamais eu de conflit chez moi pour ce genre de choses. J'ai eu la possibilité d'étudier l'arabe et les sciences islamiques ici au Sénégal. Et c'est très tôt? Très tôt, entre mes 12 et 15 ans. D'accord. J'ai étudié dans la région de Tambacounda, où j'ai appris à parler arabe, à lire l'arabe et l'écrire. Ça, je le faisais déjà en France, parce que mon père et ma mère m'ont appris ça quand j'étais petit, à la maison. D'accord. Et ensuite, à mon retour en France, orienté en CAP de peinture. La première des choses que mon tuteur, peintre, m'avait dit quand je suis arrivé au chantier, j'ai vu avec un gros livre. J'avais pris l'habitude au Sénégal de marcher avec un livre et de lire. Mon père m'envoyait des livres. D'accord. Et du coup, j'ai toujours cette habitude d'avoir un livre dans les mains. Et il m'a dit, mais toi, t'es pas fait pour être parmi nous. Je commence à me dire, non, il me dit, c'est pas ta place ici. Il me dit, t'es fait pour être ministre. Ah. Il m'a dit au moins du Sénégal. J'ai dit, pourquoi Sénégal? Pourquoi Sénégal? En France. Ça l'a fait sourire. Donc voilà, j'ai mené en parallèle mes études en sciences islamiques, en théologie, c'est ma formation de base, on va dire. Et à côté de ça, j'ai beaucoup lu, je suis plus un autodidacte. Et puis un jour, j'ai décidé de passer le concours de Sciences Po. Entre-temps, après, je suis devenu animateur. Je travaillais beaucoup dans le socio-culturel. D'accord. Et à un moment donné, je suis arrivé à un stade où j'étais parti en Égypte, j'étais parti en Arabie Saoudite faire mon pèlerinage. Parce qu'on grandit toujours avec ce rêve un peu de dire là-bas ils connaissent mieux. Et mon père, qui était un lettré, imam, mon grand-père, mon arrière-grand-père, cette famille en famille, m'a toujours dit, on me voyait en disant, lui, toi, tu es fait pour, tu peux devenir un grand savant. Si j'avais de l'argent, quand j'aurai de l'argent, quand tu seras grand, je t'enverrai. Je t'enverrai. Étudier. Bon, en grandissant, j'ai fait mes économies, je suis moi-même parti. En Égypte? En Arabie Saoudite d'abord. J'ai vu l'université de Médine et l'université de la Mecque, au Mont-Coran, et ça m'a pas plu. Ah. Ouais, ça m'a pas plu du tout. Pourquoi? Moi, je suis un esprit assez vif. J'aime bien poser des questions. Je médite souvent le Coran. Le Coran est ma source principale. Et puis,
j'estime que la connaissance ne doit pas se limiter aux seules sciences de la religion. Fallait interroger. Il faut interroger ces sciences-là, il faut avoir une grande culture générale. Tout à fait. Et j'avais l'impression que j'allais perdre du temps là-bas, quoi. Donc, dans ma discussion avec les étudiants là-bas, je me suis rendu compte que mon niveau, quand même, était un peu intéressant sans vouloir m'en vanter. Du coup, j'ai décidé de revenir. Ensuite, j'ai retenté, je suis parti en Égypte. Et je suis resté quelques mois là-bas, j'ai commencé à faire des inscriptions, mais là-bas aussi, j'ai discuté avec diverses personnes, des étudiants. Alors quand à un moment donné, on n'a pas de diplôme, entre guillemets, quoi. Donc on n'a pas de quoi se comparer. D'accord. Moi j'ai fait des écoles arabes, mais on a toujours ce fantasme de dire qu'eux ils connaissent mieux. Ensuite, quand on discute avec les gens, quand on voit les sujets qui sont traités, qui sont pas très intellectuellement intéressants, en tout cas de mon point de vue, avec tout le respect que j'ai pour eux, et que je me rends compte que j'arrive à tenir tête à des gens qui pourtant, dans un débat, qui sont en maîtrise ou en master. Et je me dis, mais en fait, je peux aller plus loin que là. je peux aller plus loin et j'ai pas besoin de venir ici, en fait. D'accord. Donc du coup, j'ai décidé de retourner en France. J'ai continué mes études En sciences politiques, en sciences islamiques. En sciences islamiques. Et ensuite, sciences toujours en parallèle, je faisais mes études. Je rattrapais mon retard, entre guillemets, à travers les livres. Et puis un jour, je décide de passer le concours de Sciences Po. D'accord. En fait, je le décide. On me fait la suggestion. Que vous avez accepté. J'étais parti voir une pièce de théâtre sur Malcolm X. Et c'était en 2006 ou 2007. Ça vous a inspiré? C'est même pas ça. Hein. C'est un frère. Il m'a dit, Ousmane, pourquoi tu fais pas Sciences Po? En fait, j'y avais jamais pensé. Vous n'avez jamais pensé avant? Je lui ai dit, mais ah ouais, c'est vrai? Pourquoi? Puis j'ai commencé à me renseigner. Je me suis dit, mais si des gens y arrivent, moi je peux y arriver aussi. Il n'y a pas de raison. Et donc c'est comme ça que je me suis mis après le travail. À l'époque, j'étais chargé de mission en démocratie locale. Après le boulot, j'allais à la bibliothèque, j'allais travailler. Puis après, j'ai passé le concours et j'ai été pris direct en master. Grâce à Dieu, la case de départ ne dit rien de définitif sur la fin. Sur la fin et sur l'arrivée. C'est nous qui décidons de l'arrivée. Parlons de la France. Comment se passait cette vie à l'étranger? Où vous vous sentiez déjà... Français? Oui. Ah, moi, j'ai grandi là-bas, moi. Je suis né à Dakar. Que... Je suis né à Dakar. Et ça, c'est pour les Sénégalais qui quelquefois te posent la question. C'est vraiment un Sénégalais? Et je suis né à Dakar, frère. Donc, calme-toi. Moi, je suis né à Dakar. Oui. Et vous avez grandi là-bas? J'ai grandi là-bas. Donc, je suis arrivé en France, j'avais 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois. Donc, et j'ai passé toute ma vie là-bas. À part les 3 années consécutives que j'ai fait ici. Mais non, moi, en France, c'est chez moi. D'accord. Donc, j'ai jamais eu de problème d'identité, entre guillemets. D'accord. J'ai jamais eu de problème d'identité. En tout cas, la France, c'est mon pays. Mais en même temps, le Sénégal et l'Afrique, c'est mon pays aussi. C'est votre pays aussi. Voilà, j'ai pas été coupé, quoi. À la maison, par les soninké. D'accord. Ma mère voulait pas qu'on parle français à l'école, à la maison. À la maison. Donc voilà. D'accord. L'islamologue, c'est un terme qu'on vous prête souvent. Ou devrais-je vraiment parler de chercheur, de conférencier ou encore un militant engagé? Vous savez, c'est que des titres. Hein. Ce sont que des... Mais vous... Moi, à titre personnel, je me vois comme un... Moi, j'ai envie de changer le monde. D'accord. C'est toujours ma formule. Ma mère me l'a fait rappeler d'ailleurs. Elle me disait, quand tu étais petit, c'est la formule que tu disais. Je veux changer le monde. Et comment? Par la pensée et par l'action. Les deux vont ensemble pour moi. Un grand penseur doit être un acteur de terrain. Et un bon acteur de terrain doit être un penseur profond. Donc moi, j'ai toujours eu ce modèle à mes yeux. Et l'islam, je ne l'ai compris qu'ainsi. Le prophète Mohammed, sur lui la paix, a changé le monde. Quand bien même certains essaient de lui refuser cela, que quelqu'un m'apporte une personne qui a fait ce que Mohammed, sur lui la paix, a fait. On peut ne pas croire en lui, en sa prophétie, hein, mais ce qu'il a fait, il a changé le monde. Et parce qu'il a su lier la profondeur à l'action concrète. Pourquoi cette volonté, excuse-moi de te couper, d'apprendre l'islam, le Coran? C'est d'abord parce que vous êtes musulman ou parce que il y a d'autres raisons? Parce que je kiffe. Moi, j'ai toujours rêvé ça. Ça a toujours été. Ah, ça a toujours été là. Alors, est-ce que j'ai eu peut-être un modèle qui s'appelle Mohamed Jannat Timera? D'accord. J'en ai jamais parlé en public. Qui est mon oncle? D'accord. Il a été assassiné en 89 en France.
Pourquoi? On ne sait pas trop. J'ai ma petite idée, mais c'est en lien avec ces activités. Dans le monde soninké, en tous les cas, il est celui qui a marqué toute une génération, dont moi je suis le fruit. Tardif, parce que moi j'étais très jeune, très petit. Mais je le vois en train de faire sa conférence, j'avais 3-4 ans. Ma mère disait que quand je l'ai vu, au début je disais je voulais être comme mon père, je vais travailler dans une société qui s'appelait El Manger, parce qu'il rapportait des cadeaux tous les Noëls et tous les Pâques. Donc, quand j'ai vu mon oncle, je dis pas maman, quand je serai grand, je serai comme mon oncle. Je serai comme mon oncle. Mais en tout cas, je ne me souviens pas à un moment où je n'ai pas connu Dieu. Donc moi, c'est une vocation, ça a toujours été là. D'accord. Et on m'a pas forcé, hein, vraiment. C'est moi qui voulais aller dans ce sens-là. Et quand on veut quelque chose et qu'on s'y tient, on trouve toujours le chemin pour y arriver. Vous avez rencontré des obstacles, des barrières? Dans ce domaine-là? Oui. Non. Vous étiez non, pas aussi vraiment. Libre que... J'avais des facilités. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, toujours par l'apprentissage du Coran, c'est ce qui vous a aidé à... Alors, moi, ce que j'aimais bien, parce qu'avant même de parler de science, moi, c'est la foi d'abord. C'est-à-dire... Avant tout. Parce qu'il y en a qui confondent la science et la foi. C'est pas pareil. C'est ça fait. Il y a des gens qui sont de très très bons spécialistes en islam et qui ne sont pas des musulmans. Moi, j'ai toujours été porté par cette foi. Ça ne m'empêchait pas de faire des bêtises ou de faire des erreurs, hein, comme tous les êtres humains. Mais j'ai toujours aimé entendre mon père parler de Dieu à ma mère. J'ai toujours aimé écouter ces histoires-là et ensuite les raconter à mes camarades autour de moi. J'ai toujours... on m'a fait apprendre un Dieu d'amour et de pardon. Pas le Dieu Père Fouettard, là, tu vas aller en enfer. On me parlait de l'enfer, bien sûr. Mais en tout cas, le rapport que j'ai eu avec Dieu, c'est toujours un rapport de... Je sais pas, d'amis, je crois. Je crois que c'est ça. Et c'est ça qui est le fondement. La science est venue après. La science est venue. Et d'où le fait que je n'ai pas d'obédience particulière. Je discutais hier avec nos amis mourides et ils étaient étonnés que je n'ai pas de case, quoi. Mais tu es quoi? Je n'ai pas Wahhabi, il n'est pas Mouride, il n'est pas Tidjani, il est quoi? Et j'ai dit, mais moi j'ai connu Dieu avant les groupes. Et Dieu étant au-delà des groupes, je ne m'enferme pas dans un groupe particulier. Je peux prendre de chaque groupe, mais je ne me définis pas dans un groupe particulier. Donc ça, c'est le fondement. Et ce fondement est universel. Et c'est ce qui permet de relier mes différentes identités. Il n'y a pas de conflit entre mes identités parce qu'il y a un principe qui les tient ensemble. Et ce principe, pour moi, c'est Dieu. Donc, cette volonté ensuite d'apprendre l'islam, le Coran, de l'enseigner et de le partager au plus grand nombre, comment tu l'expliques? C'est une vocation, encore une fois. Encore une fois? Moi, j'aime ça. Et en plus, j'estime que... En dehors même des conférences, comment tu l'élargis? Par la discussion, par la... J'écris, bien sûr. Mais avant, en amont, cela. Parce que l'écriture, j'y suis arrivé très tardivement. D'accord. Moi, j'ai plus le verbe. D'accord. Voilà, j'ai ce don, on va dire. Depuis tout petit, j'ai pas appris. Donc, du coup, j'aime parler, j'aime échanger. Je sais pas si on m'écoute. Mais, en tout cas, j'aime dire les choses. Quand ça me tient à cœur. Et c'est pour ça que dans mes conférences, j'improvise. Parce que j'ai pas besoin de notes. Les conférences se font où? Le plus souvent. Un peu partout. En France. On vous appelle, on vous demande. On m'appelle souvent, on organise pour moi. Dernièrement, j'étais en Guinée, par exemple. En ce moment, je suis beaucoup au Mali. Là, je dois aller sur plein de sujets, oui. Sur l'islam, mais par exemple, c'était sur Franc CFA l'année dernière. Là, ce sera sur l'excision et les violences contre les femmes en Afrique. D'accord. C'était sur le droit minier récemment, au mois de novembre. La question du droit minier et des ressources naturelles, même si le cœur de mon propos tourne autour de l'islam, de la réforme de la pensée musulmane, de l'invention d'une nouvelle philosophie qui arrive à relier l'esprit et le corps et qui ne distingue pas le politique et le religieux, qui ne sépare pas le politique et le religieux, qui distingue le politique du religieux, qui ne les confond pas, mais qui établit des relations. De ce fait-là, je ne suis pas d'accord avec la tendance que l'on veut nous forcer à adopter. Qui est de faire, soi-disant, de dire qu'il ne peut pas y avoir de relation entre la politique et la religion. Je trouve que c'est une aberration intellectuelle.
Il y a une relation. Mais le problème, c'est quel type de relation? Il ne peut pas y avoir, il faut une distinction. De même qu'il y a une distinction entre les moyens et les finalités. La religion dessine les finalités, comme la philosophie d'ailleurs. C'est les deux qui vont dans qui occupent le même champ. La philosophie comme la religion fixe les finalités. Donc elles sont à distinguer des moyens. Mais les moyens n'existent pas sans finalité. Donc n'importe quelle politique qui gère les moyens a forcément une vision, une idée qu'il veut atteindre. Cette vision, on l'appelle religion, philosophie, comme il veut. C'est un truc qui fixe les finalités. C'est tout. Donc si on enlève ça, on fait des moyens, des objectifs en soi. Et ça amène la catastrophe dans laquelle on est aujourd'hui sur le plan écologique et sur le plan humain. Où on gère les êtres humains comme des choses, comme des trucs. Où on est prêt à sacrifier la moitié de la planète pour qu'on tienne la rigueur budgétaire. Donc les êtres humains ne sont pas des moyens, ce sont des finalités. Et la religion et la philosophie aident à ce que ces finalités se fixent une voie, une vision. Ensuite, on soumet les moyens pour atteindre cette vision. Et ça, c'est le cœur même de la religion, quel que soit le type de religion, que ça soit idolâtre, monothéiste ou autre. C'est le rôle même des religions. Et il n'y a pas de politique sans cela. Donc, je pense qu'il faut penser les nouvelles modalités des relations entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'humain. Les anciennes modalités sont peut-être éculées, peut-être qu'elles sont à changer, mais le paradigme qui dit qu'il faut une relation entre le divin et l'humain pour que l'humain puisse continuer à avancer, pour moi, il est incontournable. Et celui qui coupe cette relation risque de restreindre l'être humain à son animalité. Qu'est-ce que l'islamologie pour vous, Ousmane? Alors l'islamologie, parce que j'ai oublié de dire que j'étais aussi diplômé je suis diplômé de Sciences Po Paris. Je suis aussi diplômé de l'école pratique des hautes études en islamologie. J'ai fait un travail sur l'imam Razali, le statut de la raison dans la pensée philosophique de Razali. Et donc je suis islamologue. Alors, avant de critiquer, je vais définir. D'accord. L'islamologie, c'est la science qui étudie le phénomène social et culturel et civilisationnel de l'islam à partir des sciences humaines et sociales. On a un monde musulman, un air culturel, et on va utiliser les outils des sciences sociales et humaines pour comprendre ce phénomène social, culturel et autres. En interrogeant son passé et en essayant de comprendre sa dynamique présente. Les sciences islamiques, par exemple, sont différentes de l'islamologie. Les sciences islamiques, ce sont des sciences qui visent à doter le croyant des moyens de mieux appliquer l'islam, de mieux comprendre l'islam et de mieux l'appliquer. Donc on a créé des sciences pour ce faire. De ce fait, la science islamique part d'un fondement de foi. Donc nous croyons au fait que le Coran et la Sunna sont des révélations, etc., etc. Donc le croyant se doit d'eux. L'islamologie, c'est pas son postulat. Le postulat de l'islamologie, nous on étudie l'islam en tant que phénomène social et culturel. D'accord. Maintenant, ma critique. Pourquoi est-ce que je récuse, bien que je sois un islamologue, je récuse ce terme pour deux raisons. Alors on m'appellera islamologue critique. Parce que d'une part, il n'y a pas de judéologie, il n'y a pas de christologie, il n'y a pas de bouddhistologie, il n'y a pas de d'hindouistologie, il n'y a que de l'islamologie. Comme si l'islam, dans la pensée, et pour avoir étudié ensuite la philosophie, notamment la philosophie de la religion à partir de gens comme Schleiermacher, les Allemands comme Kant, comme Hegel et d'autres, il y a une volonté de prendre l'islam comme étant un phénomène à part, qui ne participe pas totalement du phénomène global de la religion. C'est un truc à part, quoi. Donc il faut l'étudier. Quand vous lisez par exemple Hegel dans sa phénoménologie de l'esprit, où à un moment donné, il fait le compte de différentes religions et des différentes civilisations. Pas une fois, il n'a mis un chapitre dédié à l'islam. Et voilà. Mais à chaque fois, dans chaque fin de chapitre, il va parler de l'islam. Ah. Donc tu dis, c'est étrange. Ouais. Pourquoi? Tu as parlé de l'hindouisme, tu as parlé de toutes les religions, même les idolâtres, mais tu ne parles pas de la religion qui est la plus proche. De celle... Qui est là? C'était en Europe. À l'époque, en plus,
au moment de la Renaissance, bon, Hegel, c'est pas la Renaissance, c'est au 19e siècle, mais ils avaient une connaissance de l'islam, notamment des rapports avec l'Empire ottoman qui était à côté, de l'Espagne andalouse, des croisades, etc., etc. Donc l'islam n'était pas inconnu de ces gens-là. Et ils s'en sont inspirés d'une manière ou d'une autre, dans certains endroits. Et pourquoi à un moment donné faire un subterfuge pour dire que en fait la dernière des religions c'est le christianisme, en disant que c'est le protestantisme qui est la dernière phase, donc c'est la dernière des religions. Implicitement ou explicitement, tu dis quoi? Tu élimines celle qui est historiquement la dernière, en l'occurrence l'islam. Donc cette spécification de dire que l'islam faut le traiter à part, c'est l'islamologie, c'est comme si on disait que ça participait pas de l'universel. Ce truc-là peut pas nous parler au monde entier, c'est un truc à part là-bas, c'est un accident de l'histoire. Ça, c'est un premier élément. Ah, pour moi, certains pensent comme ça. C'est un accident de l'histoire. Ça ne devait pas arriver. Ça ne devait pas arriver. Et Blaise Pascal l'avait très très bien indiqué à un moment donné dans ses mémoires. Quand il dit ce qu'il reproche le plus à Mohammed, c'est que Mohammed ne peut pas être prophète. Quel est l'argument? Parce qu'il n'est pas issu de la maison d'Israël. Donc la restriction, mais il a bien compris, parce que la révolution que l'islam apporte, c'est de dire qu'il n'y a pas de peuple élu. Que tous les peuples ont eu un prophète. Contrairement à la croyance ancienne. Tous les peuples ont eu un prophète. Tous les peuples ont eu Dieu. Ont eu un message particulier. Et que Mohammed lui-même, sur lui la paix, n'est pas là pour instaurer une nouvelle religion, il ne fait que confirmer l'ancienne religion. C'est tout. Et qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu, et que chaque être humain est capable de diriger sa vie et donc de participer à la chose politique. Ça, je pense, c'est ce qu'on ne pardonnera pas au prophète Mohammed, en tout cas certains milieux. Donc, je reviens sur la notion d'islamologie. Le problème à mes yeux de l'islamologie, c'est qu'il ne prend pas l'islam à partir de ce qu'il dit de lui-même, qu'on soit d'accord ou pas, premièrement, et deuxièmement, vise à déconstruire. Part du principe que le problème des sociétés musulmanes, c'est l'islam lui-même. Alors, soit on essaiera de réinterpréter l'islam à travers une idée de modernisation, de les faire adapter à nos visions, à nos... mais on va réinterpréter l'islam, ou alors on va faire en sorte de détacher le fondement religieux des populations. Et l'islamologie s'occupe de la première partie. On va déconstruire, on va réanalyser et on va réinterpréter. Qui s'occupera de la deuxième partie? La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les sciences politiques, mais c'est pas vraiment les sciences politiques. C'est les spécialistes de l'islam et politique. Un peu comme des gens comme Gilles Kepel ou d'autres. Donc qui vont analyser les problématiques contemporaines de la société musulmane, mais en disant que le problème fondamental, ou des banlieues d'ailleurs, le problème fondamental, c'est pas des problématiques sociologiques, politiques, géopolitico-économiques. Ils vont chercher les problèmes. Ils vont chercher le problème, c'est l'islam. Donc le deuxième biais que je reproche à l'islamologie, c'est, le premier point, c'était de faire de l'islam un phénomène à part, arbitraire, qui ne participe pas de l'universel. Et deuxièmement, faire du monde musulman un monde spécifique où les règles des sciences sociales ne s'appliquent pas. Bon, vous avez une crise dans un pays, bon, peut-être qu'il faudrait étudier la démographie, connaître un peu le régime politique, l'histoire, les sciences sociales, somme toute ce qu'on fait normalement. Tout spécialiste en sciences sociales, en sciences politiques va faire pour n'importe quelle aire géographique. Par contre, chez nous, non. On n'étudie pas ces choses-là. Le problème, c'est l'islam. C'est parce que c'est des musulmans. Moi, de Dakar à Jakarta. On parle du monde musulman de façon générale. Même si en France, on réduit le monde musulman au monde arabe. Bon, c'est une erreur. Je suis islamologue, mais critique. Je pense qu'il faut libérer l'islamologie de son prisme occidentalisé et régionalisé. De même que je ferai la même chose, si Dieu le veut, avec la philosophie de la religion, qui n'aborde pas la philosophie de la religion en tant qu'universelle, dès lors qu'elle prétend que l'une des religions les plus importantes quand même, et qui est la dernière, n'est pas vraiment la dernière d'une part, et favorise donc l'idée que le christianisme ou le judaïsme, selon le philosophe, est la vraie religion qui représente toutes les religions. Moi je dis pas que l'islam c'est le cas, je dis juste que ce parti pris-là, en éliminant une religion qui est quand même la dernière et qui vient faire la synthèse des précédentes, pose un biais philosophique et méthodologique qu'il faut régler. J'espère être celui qui va régler ça. Enfin, l'un de ceux. L'un de ceux. Quand je vous parle d'islamophobie, vous me répondez quoi? Moi, je viens d'un pays
où il fait pas bon. La France? En France. Ça pue le racisme. Je dis le mot, c'est choquant, wallahi, mais il faut assumer. La France est devenue islamophobe et xénophobe. Et elle importe ces idées islamophobes et néo-monde à travers le monde. Importé comment? Importé à travers des idées. Le monsieur qui a tué en Nouvelle-Zélande tout un tas de fidèles dans la mosquée, il l'a dit, je suis venu en France. Et il a lu les thèses d'Alain Finkielkraut ou d'un monsieur qui s'appelle Camus sur l'idée du grand remplacement. Que les populations musulmanes sont en train de faire une colonisation à l'envers et qu'ils nous colonisent à travers leurs femmes qui sont en train de faire enfanter, et puis petit à petit on sera minoritaire, et puis ils vont être majoritaires, et avec tous les terres qu'il y a derrière. Et ce délire, parce que c'est un délire, provoque des réactions qui sont assez violentes. Et en France, on ne peut plus être un musulman citoyen sans se sentir en danger symbolique et politique. Alors, peut-être pas en danger physique. Quoique, j'allais vous demander. Il ne faut pas être une femme. Vous êtes une femme musulmane, vous portez le voile, vous êtes en droit de vous sentir en danger politiquement, symboliquement et physiquement. Il y a des femmes qui se font agresser. Parce qu'elles portent le voile. Parce qu'elles portent le voile. Il y a une dame argentée qui a perdu son enfant parce que... Mais que dit la France par rapport à ça, à tous signes et distinctions justement religieux? La France a une théorie qui est... Pour un pays laïque? C'est pas une question de laïcité, parce qu'on se fiche en fait de la laïcité. On a besoin... Vous savez, quand quelqu'un veut vous agresser et qu'il n'a pas la légitimité, il va essayer de trouver des prétextes à droite à gauche. Parlons du fond du débat. Est-ce que oui ou non, les gens ont le droit d'avoir les croyances et les modes qui sont les leurs? Si oui, c'est ce qu'on dit officiellement. Dans ces cas-là, le débat sur le voile n'a pas lieu d'être. Tout ça n'est que pure hypocrisie. À moins toujours de décider que oui, ces règles s'appliquent à tous sauf à ces gens-là. Dans ces cas-là, ça n'est plus universel.